Tant qu'on a des idées, ben on peut venir au Fab Lab La Shop. Première question, je vais te demander de te présenter. Mon nom, c'est Stéphanie Dupré-Gilbert. Je suis agente de projet à l'entrepreneuriat pour le Carrefour Jeunesse Emploi, puis je m'occupe de La Shop, qui est un Fab Lab. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter La Shop justement et nous dire un peu ce que c'est? Tout d'abord, La Shop, je peux te dire où est-ce que c'est. Donc, on se situe au 295 rue principale à La Sarre. La Shop, c'est un autre beau projet du Carrefour Jeunesse Emploi qui a débuté en 2015. C'était un projet pilote comme incubateur entrepreneurial, le premier en Abitibi-Ouest. La mission, c'était vraiment de créer une communauté entrepreneuriale. Et c'est resté comme ça. De 2015 à 2020, La Shop a accueilli une quinzaine d'entrepreneurs dans ses locaux. Au départ, comment on procédait, c'est que les gens venaient nous voir, soumettaient leur candidature pour venir, dans le fond, prendre une partie des locaux. Ils apportaient leur équipement. Puis ensuite, ben, ils pouvaient échanger entre eux, entre entrepreneurs, se donner des trucs, apprendre des nouvelles choses. Puis après ça, ben, ils volaient de leurs propres ailes pour continuer seuls l'aventure. Oui, c'est ça. En août 2020, j'ai vu que vous avez entrepris de vous transformer en Fab Lab. Mais en Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, un Fab Lab déjà? Oui. Le Fab Lab, c'est un acronyme pour vouloir dire laboratoire de fabrication. Un Fab Lab, c'est un lieu convivial ouvert à toute la population pour venir créer, pour venir échanger, prototyper, apprendre aussi, taponner. On va utiliser un mot, un bon mot québécois, mais taponner sur toutes les nouvelles technologies qu'on ne pourrait pas avoir à la maison. C'est vraiment un endroit où est-ce que tu es libre d'expérimenter. Au Fab Lab La Shop, on a des outils technologiques. Donc, on a une imprimante 3D, on a une graveuse laser, une découpeuse de vinyle. On a aussi un studio d'enregistrement vidéo et sonore, une CNC qui fait un peu le pont entre outils technologiques puis menuiserie. Un grand-papa qui veut venir avec son enfant faire des cabanes à oiseaux, bien, c'est possible. Donc, on a vraiment de tout. On a aussi un volet artistique, des tours à poterie automatisés. On a un coin aussi couture. On essaie de se développer de ce côté-là parce qu'on a des demandes. On a aussi du matériel d'artiste, donc peinture, vernis, etc., là, tout ce qu'on peut avoir, là, les pastels. Donc, c'est pas juste de la technologie qui fait probablement peur à des gens, des fois, de dire « Ah, ben je sais pas si je suis vraiment à ma place au Fab Lab », mais c'est vraiment de tout. On va aussi, derrière moi, on a des instruments de musique, fait qu'on peut enregistrer de la musique, on peut venir aussi juste se détendre puis échanger avec les gens. Qu'est-ce qui vous a décidé en fait à faire cette transition, cette évolution vers un Fab Lab? On touchait une communauté entrepreneuriale, mais on était assez restreint vu que le local était occupé et qu'on n'avait pas un espace de plus pour chaque entrepreneur qui s'approchait à nous, dans le fond. On a transformé ça. On n'a plus d'entrepreneurs sur place, mais on a tous les outils technologiques pour aider toutes sortes d'entrepreneurs. Fait que le but vraiment, c'est d'aller chercher un plus grand nombre de la population, des créatifs, des gens avec des projets. C'est vraiment énorme ce qu'on peut faire ici. Tant qu'on a des idées, ben on peut venir au Fab Lab La Shop. Donc vous alliez des ateliers qui sont très manuels et qui se rapprochent un peu des métiers d'art. Tu m'as cité la couture ou la poterie. Et puis vous avez aussi des ateliers qui sont très numériques avec votre imprimante 3D. Et même le studio de podcast qu'on a juste derrière nous. Qu'est-ce que les uns apportent aux autres et comment ils sont compatibles? Comment c'est compatible tout ça? J'ai un jeune homme qui est venu pour faire un support à guitare. Assez complexe, c'était pas un support conventionnel, là, bien carré. Lui, il voulait avoir une main qui tient la guitare. C'était pas facile de dire qu'on allait le faire en sculpture côté bois, donc on s'est dit, bien, on va le faire imprimer la main. Avec l'imprimante 3D. Donc, il a pu avoir une complexité au niveau de la forme. Donc, on a utilisé le numérique de ce côté-là. Mais le jeune homme voulait avoir, au niveau esthétique, une plaque derrière. Donc, celle-là, on l'a fait en bois, qui a pu aussi finir avec les produits comme du vernis puis de la peinture, qui a pu la finir à son goût. Donc, à la fin, il y a eu
un projet complet, qui a pu tout faire au Fab Lab, au lieu d'avoir juste du numérique, puis d'avoir juste la main, puis ensuite devoir trouver une autre façon de trouver quelqu'un qui a les outils en menuiserie pour finir son projet. Donc, le but d'allier numérique et métier d'art, c'est vraiment de rendre l'expérience complète. Et le jeune homme en question revient pour apprendre le 3D maintenant. Fait que, tu sais, oui, le fait d'imprimer, mais c'est ça. Lui a ça. donné C'est un nouvel intérêt. Oui. Ah, c'est cool. Oui, puis on a des iPads, là, tu sais, pour modéliser, puis c'est vraiment chouette parce que ce que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire. Puis si on ne l'a pas, ben on va être beaucoup à l'écoute des gens aussi, là, pour pouvoir développer là, notre Fab Lab. Ah, c'est cool, puis aussi peut-être trouver d'autres solutions, parce que peut-être que des fois, il y a des gens qui arrivent avec une idée très précise, oui. Puis ils connaissent pas forcément les outils que vous avez, puis en discutant, tu es là, ah, ben, finalement, tu pourrais peut-être le faire comme ça, ou changer. Oui. Ah, c'est cool. Puis, on a une graveuse laser, mais on a aussi une découpeuse une CNC qui fait des matériaux beaucoup plus épais, beaucoup plus durs, puis ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Fait que des gens, des fois, qui vont vouloir travailler avec la graveuse laser, mais finalement, tout est indiqué pour aller avec une autre machine. Puis nous, mais on le sait. Là. Ouais. Vous avez des projets futurs en plus de tout ce que tu viens de me dire juste avant? Bien, en fait, on a des projets en parallèle. Premièrement, au niveau du Fab Lab, c'est sûr que nos projets, c'est toujours d'être en développement, de rester à l'affût des nouvelles technologies, de rester en contact avec les autres Fab Labs aussi pour mieux s'outiller, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, bien, c'est sûr qu'en parallèle, on a aussi un programme de préparation à l'emploi qui est au Fab Lab. Fait qu'on a toujours des jeunes, là, du lundi au mercredi, qui sont ici pour apprendre de tout. Dans le fond, le PPE, c'est le programme préparatoire à l'emploi qui est avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je recrute des jeunes de 18 à 35 ans, dont Gabriel, juste ici à côté. Dans le fond, pour les préparer à l'emploi, c'est des personnes qui peuvent être soit décrocheurs de l'école ou encore sur l'aide sociale, tout ce qui est autour du travail artistique ou encore du travail de développement sur soi aussi, comme les aptitudes rattachées à l'emploi, les attitudes aussi. Présentement, on est deux. Ils sont deux, en fait. L'autre qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on en a déjà deux autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis là, encore, il y aura peut-être un cinquième, mais là, vu la COVID, je pense pas qu'on puisse s'en rendre à 5 pour l'instant. Mais comme c'est des programmes de 6 mois, à la suite de la première cohorte, si on veut dire, on va pouvoir en intégrer d'autres, là, mais jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, là, puis on a une belle réponse à la population. Ah, j'ai créé ce mime très drôle. Ah, ce mime est drôle, je vais le copier et le coller. Et je vais le publier sur mon mur. Hey, mais ça c'est mon mime très drôle que quelqu'un d'autre a partagé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est mon mime drôle à moi. Tu dois dire l'auteur et la source. Et les gens, choquez-vous, c'est moi l'auteur de ce mime. Pas lui. Ça change rien, ce n'est qu'une blague. Ah, je ne vaux rien en tant qu'artiste. Ce que je crée n'est pas de l'art. Je devrais arrêter. Maudit carré rouge. Il y a 3 ans, il y a un petit mouvement qui a fait pas mal de bruit en France sur le web. Les comiques français seraient-ils en manque d'inspiration? Cette affaire qui secoue les comiques français. On ne parle que de ça depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui sortent sur les humoristes avec des blagues qui ont été copiées. L'ensemble de cette affaire a un parfum de scandale. De plagiat. De plagiat. Copy comic. Ça, c'est un mouvement qui semblait démontrer un certain plagiat des humoristes français face aux humoristes américains et aux cousins des Français, les Québécois. Mouvement d'ailleurs qui a pris une certaine expansion en 2019 grâce à nul autre que la star internationale Gad Elmaleh. You're dead, I'm gone. Peut-être tu vas mourir, l'autre aussi, moi je vais rester, je sais pas. Est-ce que c'était du plagiat? Est-ce que c'est un addon extraordinaire? Est-ce que c'est un vol de propriété intellectuelle? Peut-être penser à une idée de vol de droit d'auteur? Oui, mais non. Mais oui, mais non.
Mais oui, mais non. Le problème étant qu'il y a une zone grise pour certains médiums artistiques avec les droits d'auteur. Tu sais, c'est ce qui m'amène à vous expliquer un peu c'est quoi les droits d'auteur. En fait, pour comprendre c'est quoi le droit d'auteur, qui est une forme d'ailleurs de propriété intellectuelle, il faut comprendre c'est quoi une propriété intellectuelle. Ici, propriété intellectuelle se résume à les œuvres de l'esprit, inventions littéraires et artistiques. Oui, c'est large, je sais. En plus, pour être considérée comme propriété intellectuelle, celle-ci doit être, comme le dit Québec numérique, une forme, un aspect physique, une répercussion ou toute autre manifestation réelle et concrète. C'est encore très flou. Quelques exemples de ce qui pourrait englober ça, c'est tout ce qui est œuvre littéraire, artistique, musicale, invention, création, marque, logo, etc. Sauf que là, tout ça prend en conscience l'œuvre de la création physique, mais ne prend pas en conscience l'idée. Comme par exemple, je peux avoir l'idée de créer un robot qui va m'amener du melon d'eau à volonté, mais ça ne veut pas dire que cette idée-là m'appartient. Je l'ai pas créé. C'est ici qu'elle vient nous sauver les droits d'auteur. Comme nous mentionne le guide du droit d'auteur canadien, le droit d'auteur signifie le droit de se reproduire. En général, le droit d'auteur désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre sous une forme quelconque. Ce droit comporte le droit d'exécuter une œuvre ou toute partie importante de cette œuvre, ou dans le cas d'une conférence, le droit de la donner. Si l'œuvre n'est pas publiée, le droit d'auteur inclut le droit de publier l'œuvre ou d'en publier une partie importante. En gros, ce que tu fais, ça t'appartient. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le donner, tu peux en reproduire, tu peux le proposer, plein de choses comme ça. Pour retourner à Gad Elmaleh, tu sais que la ligne est mince avec le numéro humoristique. Le numéro, c'est l'œuvre. La blague, elle... on sait pas trop la situer. Dans cette situation-là, elle est comme considérée une idée. Tu sais, elle peut être apprêtée et jouée de différentes façons. Puis c'est là que vient le problème de toute la patente. C'est pour ça que je dis que la ligne est mince lorsqu'on parle de copie comique ou d'humoriste en général. C'est comme difficile pour l'humoriste de prouver qu'il y a plagiat. Tu sais, est-ce que le numéro a été copié au complet? Est-ce que c'est juste la blague? C'est où constitue là-dedans l'humour, cette forme d'art appréciée ou détestée par la majorité des gens? Elle va toujours se situer dans cette petite zone grise du droit d'auteur. Elle est où la ligne pour le plagiat entre humoristes? Est-ce que c'est la blague? La numérique a comme ses hauts et ses bas concernant la reproduction d'œuvres artistiques, surtout avec la présence grandissante du plagiat sur le web. Juste à penser aux mimes, en général. C'est assez difficile de retracer chaque auteur de chaque mime sur Internet. Encore nouveau, dans l'arène des arts, les mimes ne sont considérés que divertissement et fast-food de blagues pour les internautes. Ici, je lançais l'idée que les mimes, au final, ils se cachent peut-être dans la même catégorie que les caricatures, mais sur le web. Est-ce qu'on verrait les mimes de la même façon? Et peut-être que nous devrions redonner à ces auteurs de caricatures du web une certaine reconnaissance pour ces petites blagues éphémères, mais combien plaisantes. Hey, regardez ça, je suis quasiment rendu un vlogueur. À dans pas long! Quand c'est au niveau collaboratif, puis quand c'est pas au niveau de vente directe, c'est déjà des tactiques qui fonctionnent mieux. Je vais te demander de te présenter. Je m'appelle Caroline Trudel, je suis travailleuse autonome. Je travaille dans la création numérique ici en région. Moi, j'ai vraiment étudié à Rouen presque toujours, là, fait que j'ai passé par le DEC en cinéma, le bac en multimédia, puis la maîtrise en création numérique. J'ai fait 1 an en Tunisie, fait que j'ai fait une mineure personnalisée en communication là-bas. Puis je trouve ça toujours un peu difficile de dire ce que je fais dans la vie parce que quand on fait du multimédia ou de la création numérique, c'est large. On fait souvent beaucoup de choses. On est autodidacte. On touche à plein de domaines. Fait que je pense que... Maintenant, je me dis designer en création numérique ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux notions et aux outils de collaboration? C'est que déjà, moi, j'ai fait un trou là, entre mes études. Là. Fait que j'ai terminé le bac, puis j'ai vraiment démarré mon entreprise. J'ai commencé à travailler en graphisme, en web principalement. Puis après ça, là, je trouvais que la technologie, elle évoluait très vite, puis j'étais un peu dépassée là, par l'intelligence artificielle, par la réalité virtuelle, tout ça. C'était comme... Il n'y avait même pas Facebook, à la limite, quand j'ai fait mon bac, fait que c'était un peu loin. Fait que j'ai décidé de retourner à la maîtrise, puis dans le projet de l'UQAT à Rouen, on a un projet à faire en équipe. Donc, nous, on a décidé de faire une démarche de co-création
qui visait à développer justement le numérique en région. Fait qu'au lieu d'avoir un projet plus technique, plus concret, on avait vraiment fait un projet plus au niveau des notions de design thinking, de collaboration puis d'intelligence collective. Fait que moi, ce qui est un peu drôle, en fait, c'est que mon bureau il était à la suite 202 ici. Puis j'avais beaucoup de collègues, d'amis qui venaient. Bon, j'avais une amie qui venait étudier. Fait que pour se motiver, elle aimait mieux qu'il y ait des gens. Ma sœur était travailleur autonome dans ce temps-là aussi, fait qu'elle venait travailler. J'avais 4 personnes qui sous-louaient mon bureau pour faire des rencontres avec des clients. Fait que là, quand j'ai lu sur ça, sur le concept d'espace de coworking, j'ai fait « OK. » C'est déjà ce que je fais, en fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas rendre ça un petit peu plus, plus concret, puis démarrer quelque chose de plus vrai là, avec ça. Donc, comme tu viens de m'expliquer, tu as créé un espace de coworking. En français, peut-être qu'on dit espace de collaboration, de travail collaboratif. Je ne sais pas trop s'il y a un terme qui a été un peu choisi. Ouais. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer vraiment concrètement ce que c'est et puis ce qui t'a motivé à le faire? Bien, en fait, quand on a démarré le projet, coworking, c'était pas un mot. Et puis maintenant, coworking est devenu un mot qu'on peut dire en français. OK. Fait qu'on a le droit légalement de s'appeler cet espace de coworking. Souvent, au niveau des espaces de coworking, il y a des types qui sont vraiment plus pour les lieux pour le travail. Il y en a qui sont plus des accélérateurs d'entreprise, des incubateurs. Tout le monde qui s'implique ici, c'est de façon bénévole. Tout le monde fait un peu sa part. Fait que le collaboratif prend vraiment forme là, à ce niveau-là, sur tous les niveaux. Nous, la formule qu'on a choisie, c'est d'être un espace de travail. Donc, nous, c'est juste des espaces partagés. Fait que ça permet aux gens de pouvoir se regrouper puis juste de, justement, se motiver. Qu'est-ce que ça apporte de plus de venir travailler dans un espace de coworking comme ça que travailler d'un simple bureau? En fait, c'est sûr qu'on voit déjà l'aspect économique, l'aspect écologique aussi, de dire, bien, en place que tout le monde ait son propre bureau, gaspiller son électricité, son énergie, tout en double, en triple, mais là, on partage. Mais je pense que ce qui est le plus apprécié, c'est le partage de connaissances. Fait que les gens, ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de voir d'autres gens, parce qu'il y a des échanges qui se font qui sont vraiment intéressants, parce qu'ils peuvent justement collaborer avec des gens sur des projets, ça fait naître des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment une belle dynamique là, qu'on peut voir ici. Puis je pense que c'est ça, dans le fond, qui a fait qu'on a voulu démarrer le projet. Est-ce que tu as pu remarquer quels étaient les secteurs d'activité qui étaient les plus intéressés par ce genre d'espace? Et puis, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour attirer d'autres secteurs et du coup leur permettre de travailler ensemble? C'est sûr qu'il y a des secteurs pour qui c'est plus naturel. Comme ici, c'était le bureau d'un organisme culturel. Fait que c'est sûr que souvent, ces organismes-là, ils n'ont pas les moyens de se payer un loyer à eux avec leur Internet, leur imprimante, toutes leurs choses. Fait que c'est des choix qui sont logiques pour eux. Sinon, il y a le secteur du service. Fait que des gens qui offrent des services à d'autres entrepreneurs, à des personnes. Mais là, c'est sûr que s'ils sont travailleurs indépendants, s'ils sont travailleurs autonomes, ils ont besoin un endroit pour le faire. Un espace de coworking, ça vise principalement les entrepreneurs. Le problème avec le domaine des affaires, c'est que c'est pas un domaine qui est habitué de collaborer. Bien, je pense qu'il y a encore un peu de mentalité à changer, peut-être. Oui, exactement. Mais je pense que ça va se rendre là. Il y a trop d'avantages. Aujourd'hui, tout le monde est présent sur les plateformes numériques, mais c'est souvent pour se démarquer de son voisin et puis montrer en quelque sorte qu'on est meilleur. Du coup, pour toi, c'est quoi les enjeux, en fait, de la collaboration? Même sur le web, en fait, sur les réseaux sociaux, comme l'exemple que tu mentionnes, on a le fait de vouloir se démarquer des autres, de vouloir être différent, mais en même temps, on comprend clairement qu'il y a des techniques qui fonctionnent le mieux, c'est celle de la collaboration. Avoir un groupe où il peut y avoir des échanges, où il peut y avoir des partages, c'est beaucoup mieux que d'avoir une page. De pouvoir utiliser un influenceur qui a une communauté, que les gens ont respect de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, ça fonctionne mieux que si on essaie de vendre des choses. Fait que déjà, on sait que d'humain à humain, quand c'est au niveau collaboratif, puis quand c'est pas au niveau de vente directe, c'est déjà des tactiques qui fonctionnent mieux. Habituellement, quand on collabore, il y a le côté physique. Quand on parle de co-création, comme ici, on a une salle créative qui sert juste à ça, à brainstormer, à faire de la co-création, tout le monde ensemble. L'aspect physique, l'aspect ressenti de l'autre,
L'aspect de se mettre tous au même niveau, de tous être assis en cercle, par exemple, de savoir détecter les émotions, les ressentis sur le visage de quelqu'un, c'est important. Ajouter un niveau de communication encore plus facile à comprendre, mais ça ne sera jamais comme un contact en personne. Est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit avec l'espace de coworking ou ailleurs? Avec l'espace de coworking ici, on a eu la chance d'avoir une subvention de Desjardins. Puis la subvention était pour une durée de 3 ans. Donc, on sait déjà que dans les 2 prochaines années, parce qu'on a une année de fête, il va falloir qu'on revoie la formule ou il va falloir qu'on se réinvente, qu'on ajoute des services, qu'on agrandit, qu'on se transforme en quelque sorte. Fait que c'est sûr que ici, c'est déjà dans le plan là, de faire, de revoir de façon co-créative, là, de se remettre à plusieurs puis de faire un petit brainstorming de ce qui a été fait puis vers où on veut s'en aller. Les projets, c'est de développer davantage cette infrastructure pour inviter encore plus d'artistes professionnels et semi-professionnels de la communauté à venir se joindre. Pour commencer, je vais te demander de te présenter. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Jean-Ambroise Vézac. Je suis professeur en design expérientiel et événementiel. Ça veut dire on traite d'interactivité, d'installation de performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'Espace Lab, depuis quand ça existe, ce que c'est, à quoi ça sert? En fait, la genèse de ça vient un peu d'un parcours individuel. Moi, dans ma vie, j'ai monté plein de petits groupes de recherche, de création, que ça soit au niveau de copains, de loft, ou même après dans les centres d'artistes et même dans l'université, dans les cégeps. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Puis pour avoir traîné, pour avoir fait en fait une partie de mes études à l'UQAM, je remarquais que parfois c'est difficile d'avoir accès aux équipements de la recherche. Et nouvellement en poste, je me dis ça va prendre des cossins, ça va prendre des machines pour pouvoir faire de la recherche-création. Je ne voulais pas nécessairement que ça se retrouve dans un arbre fermé. Donc il y avait une idée de créer un espace dynamique, un espace où on puisse partager des ressources techniques, et évidemment aussi des manières de faire peut-être, des projets. Il y a eu un appel qui s'est fait au niveau, tu sais, du plan de développement culturel du Québec, et on avait la possibilité finalement de répondre à l'appel. Et ça fonctionnait bien avec une idée d'un laboratoire communautaire ouvert sur le milieu, qui devient une porte pour la communauté au sens large, évidemment particulièrement la communauté culturelle et artistique, pour pouvoir aussi avoir une porte donc au monde académique. Puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources sur place, autant dans les équipements que l'expertise proposée? On reste très très modeste. On a essayé d'orienter ça sur nos forces. On a un mandat de développement de contenus originaux régionaux. Et on se développe vers quoi? Donc vers nos forces. On parle de réalité virtuelle, de casques d'immersion. David Plaquin est un éminent spécialiste. On parle aussi de réalité augmentée, ça c'est plus mon dada. La fabrication numérique, on a un espace maintenant à la bibliothèque, parce qu'en fond, on fait partie, l'Espace Lab fait partie des espaces technologiques de la bibliothèque depuis peu, mais ça s'est fait. Donc c'est un projet qui s'est développé, qui a évolué. On peut retrouver à la bibliothèque donc des espaces, des stations VR où on peut simplement consulter la réalité virtuelle. On est en train de le redémarrer là. On peut aussi développer des projets de création en réalité virtuelle ou de médiation ou de pédagogie. On a comme 3 volets. L'aspect numérique, l'aspect fabrication numérique, c'est le plus tranquille, là, c'est le plus timide, il se met en place, on a une impression, une imprimante 3D qui vient de temps en temps, tu sais, on a tout pour organiser les choses là. C'est surtout au point de vue de la médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on essaie de rester un espace qui peuvent aider d'autres partenaires à venir juste brainstormer. Donc, tu nous dis, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près tout pour faire de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Ça c'est aussi bien au niveau de la capture sonore ou de la photogrammétrie. On a des équipements pour diffuser la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Puis on va se doter de capacités de projection en médiation culturelle. Est-ce que tu pourrais me donner des exemples de projets qui ont été réalisés à l'Espace Lab? On vient surtout en support. Hein. On vient surtout en support. En ce moment, on est en train de prêter quelques équipements au centre d'exposition de Val-d'Or.
C'est sûr que les hackathons et les résidences, les moments où on se projette au petit théâtre, c'est les moments où on a apporté le plus de support. Donc c'est vrai, effectivement, au niveau de l'événement, au niveau comment on peut avoir une activité ponctuelle pour aider une expo, ou par exemple l'hackathon qui avait été faite, ou encore les résidences, c'est à mon avis le moment où on est le plus visible et on est le plus efficace. On se rend compte que c'est vraiment au niveau des résidences de création qu'on est le plus efficace. Et on veut, dans le futur, les projets, c'est de développer davantage cette infrastructure pour inviter encore plus d'artistes professionnels et semi-professionnels de la communauté à venir se joindre. Tu me disais tout à l'heure que l'espace Solab, c'est un espace communautaire et collaboratif. Est-ce qu'il y a un projet qui s'inscrit bien dans ce mandat, par exemple? C'est pas nécessairement parce qu'on est ouvert qu'on est nécessairement accessible, ou plutôt accédé. Je crois que le petit théâtre et ses activités espace de hacker, espace de rencontre, il n'y a rien de simple derrière de ça. La régularité est toujours particulière. On est un partenaire fidèle à toutes les activités de mise en place. En ce moment, on est proche davantage numérique. On essaie de s'inscrire à l'intérieur de cette mouvance-là. Parce que finalement, oui, on a l'esprit communautaire, tout à fait. C'est vrai aussi au niveau de l'interne. Là, n'importe quel prof du cégep ou du CAT peut venir faire un projet. C'est pas parce qu'on le dit que ça se fait non plus nécessairement. Les choses se font et en ce moment, avec le Covid, c'est pas si simple non plus. Il faut prendre l'esprit communautaire comme un esprit de partage, pas nécessairement comme une commune. Est-ce que tu trouves que la communauté locale ou un peu plus étendue s'intéresse beaucoup à l'aspect au numérique et à ses développements, ou est-ce que tu trouves que c'est quand même une niche réservée à certains utilisateurs puis que le reste un peu du monde est perdu avec tout ça? Je pense que de départ, on est tous perdus. Je pense que c'est franchement, si tu veux, une situation qui, qu'on soit à n'importe quelle pointe, on est tout le temps dans un défi de renouvellement et de redéfinition. Tu sais, on a des beaux impacts, on a envoyé un signal, je pense qu'il y a eu des grands échos dans la région. Je vois que ça bouge partout maintenant. On est encore en mobilisation des connaissances et des pratiques, mais je pense que le signal est clair. Je pense que le signal n'a jamais été aussi clair. D'une part, qu'il faut s'actualiser au niveau des réseaux, et on a vu les limites finalement de l'infrastructure ici, mais on voit aussi qu'il y a une meilleure acceptation sociale. Est-ce que toi personnellement ou avec l'espace Solab, tu as des projets futurs? Dans le fond, il y a différents volets à l'espace Lab. On a parlé du volet médiation, du volet fabrication numérique, du volet réalité virtuelle, puis il y a un volet qui est vraiment création, co-création, qui lui est plus particulièrement dans la recherche. C'est évidemment l'élément auquel je suis le plus sensible, et c'est celui qui a un très beau potentiel pour réseauter les artistes d'ici, un peu plus au niveau national, et de faire venir aussi des artistes nationaux ou des chercheurs au niveau local en fait. Et en ce moment, on est en train de construire ces éléments-là. Donc, on est en train de consolider la recherche et la recherche-création ici. Et ça va créer des petits, je pense.